Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Thiaroye-sur-Mer, les habitants pour un retour au calme au lendemain d'une rixe entre deux pêcheurs qui a viré au drame. Cher Samb a été tabassé à mort par les riverains après avoir tué un jeune pêcheur du nom de Cher Diop. Le point au cours de cette édition. Après approbation par l'Assemblée nationale d'enquêter sur des soupçons de corruption au sein du Conseil constitutionnel, les leaders politiques s'expriment. Selon Théodore Monteil et Abdoulaye Tine, cette procédure mène droit vers une crise dans nos institutions. Les juges du Conseil constitutionnel pouvant être touchés dans leur honorabilité. Célébration de la 44e édition de la Ziara annuelle de la famille omarienne. Les fidèles ont répondu présents. Des prières ont été formulées pour une élection apaisée. Et puis, première édition des AIPS Awards. Ce jeudi à Abidjan, les talents du continent dans le domaine de la presse sportive ont été récompensés. Ablaye Cham, dernièrement porté à la tête de l'Association internationale de la presse sportive, s'exprime en fin de journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette information. Sachez qu'un des blessés de l'accident survenu ce matin à Nébé a finalement rendu l'âme à l'hôpital régional de Diourbel. Thiaroye-sur-Mer, théâtre d'un double meurtre hier soir. Deux jeunes pêcheurs y ont perdu la vie. L'un a tué l'autre au cours d'une bagarre avant de se faire tabasser à mort par les jeunes de la cité pour se venger. Une situation qui a fini d'installer la tension au sein de ce quartier. Les habitants appellent au calme, mais aussi et surtout à la retenue. Le point, c'est avec Ibrahim Akan. Au lendemain du double drame survenu à Thiaroye-sur-Mer, la cité est toujours dans la tristesse et la stupéfaction. Chez la famille de Cher Diop, la première victime, la douleur est encore vive. La pomme de discorde entre les deux victimes demeure toujours un mystère dans cette commune, nichée sur le littoral. Nous aussi, nous l'ignorons. Nous l'ignorons. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on m'a téléphoné à 5 heures lorsque le drame est produit. À Thiénaba, j'ai quitté Thiénaba, je suis venu ici à 8 heures. Donc, je ne suis pas un témoin oculaire. Nous ignorons la cause de leur bagarre. Personne n'est en mesure de vous le dire. C'est sur cette plage que Baye Cher Samb et Cher Diop, tous deux des pêcheurs, se sont livrés à une bagarre ayant viré au drame. Le jeune Cher Samb, originaire de Lompoul, à l'aide d'un couteau, a provoqué la mort de Cher Diop avant de se faire lyncher à mort par des jeunes de la cité en signe de vengeance. Depuis hier, la tension monte à Thiaroye-sur-Mer, d'où les nombreux appels au calme et à la retenue. Les notables du quartier ont communiqué depuis hier à travers les radios et les mosquées pour appeler au calme et à la paix. Même la gendarmerie a été déployée sur les lieux. Il y a des jeunes du quartier qui sont toujours agités et ce n'est pas bon. Il faut calmer les choses et prier pour que les familles éplorées puissent surmonter la douleur et que pareille situation ne se reproduisent à Thiaroye-sur-Mer. En attendant l'autopsie des deux corps sans vie pour leur inhumation, la tristesse et l'effarement sont les sentiments les mieux partagés à Thiaroye-sur-Mer. Retour à la société de gestion des abattoirs du Sénégal au lendemain du meurtre d'Abdou Diaw. Après son inhumation, la police a effectué la reconstitution des faits en compagnie du présumé tueur. Il s'agit d'un certain Abdou Mbaye. Après un arrêt de travail, les activités économiques ont redémarré à la Sogas. L'administration a tenu une réunion d'urgence pour prendre des mesures draconiennes sur la sécurité de la société de gestion des abattoirs. Parmi ces mesures, l'identification qui est désormais une obligation, et la délivrance d'un casier judiciaire pour tous, mais aussi et surtout la mise en place d'un comité de veille. Les détails, c'est avec Habib Faye. Quelques jours après le crime odieux à la Sogas, l'heure est à la reconstitution des faits. Abdou Mbaye, accompagné par la police, est revenu dans la chambre des bovins où il a égorgé son camarade Tripier.
Et pourtant, le personnel de la SOGAS avait pris toutes les dispositions possibles pour offrir aux ouvriers un cadre de travail décent. Ici, tous les moyens pour garantir la sécurité étaient réunis. Quand deux personnes se bagarrent, elles paieront une amende de 30 000 francs suivie d'une mise à pied d'1 mois. Malheureusement, à notre grande surprise, le drame s'est produit. Nous déplorons ce qui s'est passé. Nous ne le souhaitons pas, car nous représentons beaucoup de choses dans ce pays. Nous avons investi des millions pour acheter des bœufs afin de ravitailler les Sénégalais en viande. Donc nous n'avons besoin que de la paix à la SOGAS. La société de gestion des abattoirs du Sénégal ex-Seras, créée en 1957, n'a jamais connu un drame de cette envergure. Une situation qui entraîne une panique générale chez les vendeurs de moutons, qui pointent du doigt les rabatteurs. Ce sont les rabatteurs qui nous mènent la vie dure dans ce forail. Ils sont à l'origine de nombreux différends ici. Ici, c'est le forail qui est différent de la SOGAS. Le crime s'est déroulé de l'autre côté. On n'y est pour rien. Malgré l'existence d'un poste de police, ils demandent le renforcement de la sécurité. C'est de renforcer de la sécurité. Bien sûr, les délégués qui sont là, ils sont des sécurités, mais c'est plus meilleur que les sécurités comme les gendarmeries et les polices viennent toujours après ça. Parce que parfois, nous les délégués qui sont là, on peut dire que personne arrête là et dit que non, je ne m'arrête pas là. Mais pendant les polices ou les gendarmeries, si il dit que arrête ici là ou restez là toute la journée, il va rester là toute la journée. Pour parer à toute éventualité, dans l'urgence, une réunion s'est tenue sur l'initiative de l'administration pour prendre des mesures draconiennes afin de garantir la sécurité des acteurs de la SOGAS. Classifier également les gens, parce que quand même, il va falloir également, on en arrivera, non seulement on sera obligé d'identifier les gens, tous les gens également qui auront des comportements suspects, nous n'hésiterons nullement à les exclure des abattoirs. Mettre en place un comité de veille. Désormais, le port d'armes va être régularisé dans les abattoirs. Que les gens se promènent comme ça avec des couteaux, sans les mettre dans les étuis. Il y a des mesures très draconiennes et très urgentes que nous allons faire, mais ne pas oublier quand même que les armes quand même sont nos outils de travail. Dès lundi, une autre réunion sera convoquée pour parler de l'application immédiate des mesures prises. Allez, on s'intéresse à la politique à présent avec l'ouverture d'une enquête parlementaire sur l'éviction de Karim Wade à l'élection présidentielle. Sachez que la réunion de la conférence des présidents est terminée. La commission des lois est convoquée ce lundi 29 janvier à partir de 9h. La plénière, quant à elle, est convoquée le 31 janvier à 9h. Notre enquête parlementaire, cette fois-ci, celle engagée par l'Assemblée nationale contre les juges du Conseil constitutionnel et qui pourrait nous mener vers une véritable crise institutionnelle. C'est la conviction de l'ancien député Théodore Chérif Montaï et de l'avocat Maître Abdoulaye Tine. Ils estiment que l'Assemblée nationale ne peut pas contraindre un juge constitutionnel à répondre à une convocation, les juges du Conseil pouvant se sentir touchés dans leur honorabilité. Cela pourrait avoir comme conséquence tout simplement l'arrêt du processus électoral et le report de la prochaine présidentielle. Le point, c'est avec Al-Hassan Ba. L'ancien parlementaire se dit étonné par la cible du groupe Liberté et Démocratie. Il alerte sur les conséquences d'une telle démarche. Sommes-nous en train de semer les germes d'une crise du processus électoral, mais aussi d'une crise institutionnelle? Théodore Chérif Montaï répond par l'affirmative. Si aujourd'hui le Conseil constitutionnel, qui est l'arbitre des élections, n'est plus là, on n'aura plus d'élections. Le processus va forcément s'arrêter. Et ça, ce serait très très grave. Reporter des élections présidentielles au Sénégal, ça, c'est du jamais vu. La deuxième chose, c'est que ça provoque une crise institutionnelle grave et que le président de la République convoque l'article 52 de la Constitution pour prendre les pleins pouvoirs. Donc, l'un dans l'autre, je pense que nous devrions faire très attention. S'il juge la demande d'ouverture d'une enquête parlementaire légitime au vu de la loi, Maître Abdoulaye Tine pense que les accusations contre les magistrats sont très graves. Si rien n'est fait, on risque effectivement de saper la confiance des citoyens en l'institution et surtout de jeter un discrédit sur toute l'institution judiciaire.
Donc, le fait d'instituer cette commission me paraît être quelque chose, en tout cas, de nature à pouvoir permettre de continuer à garantir l'honorabilité de l'institution qu'est le Conseil constitutionnel. La question que l'on peut se poser est très simple. Est-ce que nous ne sommes pas dans une affaire purement politique plutôt que dans un véritable besoin d'éclaircissement? Elle est légitime l'interrogation, les juges du Conseil constitutionnel étant protégés par la loi, comme l'indique l'article 93 de la Constitution. En plus, au-delà de la rapidité dans l'exécution, plusieurs demandes d'enquête parlementaire ont été faites, mais n'ont jamais abouti. Si le juge constitutionnel est convoqué par l'Assemblée et qu'il refuse de venir, l'Assemblée n'a aucun pouvoir de le contraindre à venir répondre. Ils ne pourront que constater l'absence du juge. À l'état actuel de nos textes, on n'a aucune mesure de contrainte sur personne pour venir répondre à une commission d'enquête parlementaire, d'autant plus que c'est un juge constitutionnel qui est protégé par la loi. Cette procédure peut aboutir à un conflit entre ces deux pouvoirs. Dans ce cas, le président Macky Sall sera le seul arbitre qui pourra les départager. Et ce n'est pas sans conséquence. Allez, nous restons dans ce registre pour évoquer cette fois-ci la participation des personnes vivant avec un handicap aux prochaines élections présidentielles. La Fédération des associations regroupant ces personnes souligne les difficultés qui pourraient entraver l'effectivité de cette participation, des problèmes d'accessibilité des lieux, de bureaux de vote et l'indisponibilité de l'information électorale ont été débattus. Ces acteurs participaient à la rencontre du programme Nieti Élections du collectif des organisations de la société civile. Babacar Diouf et Nongo Ndiaye signent le compte-rendu. Si ce n'est pas une forme d'exclusion, cela lui ressemble à bien des égards. Les personnes vivant avec un handicap énumèrent pas mal de blocages à leur participation au processus électoral. Handicapés souffrent d'énormes difficultés lors des élections, des difficultés liées à leur physique, des difficultés liées à l'information, mais également des difficultés liées aux infrastructures. Ils ne peuvent pas accéder aux programmes et professions de foi des candidats, les lieux de vote non plus. À l'heure où nous sommes, il n'y a pas encore de dispositif en braille pour la traduction du code électoral ou bien encore pour les bulletins de vote. Donc là également, ça entraîne un obstacle pour les malvoyants, pour les handicapés visuels. On peut également ajouter les problèmes liés aux édifices. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'accessibilité dans certains centres de vote. C'est pourquoi Khadim Dien et ses camarades, qui par ailleurs veulent accéder aux sphères de décision, proposent des solutions à leurs problèmes. C'est-à-dire traduire le code électoral en braille, en plus mettre les bulletins en braille, pour que si jamais une personne qui souffre d'un handicap visuel arrive, peuvent faire son droit sans aucune difficulté. Ces personnes vivant avec un handicap participaient à la rencontre initiée par le programme Nieti Élections à la gouvernance de Diourbel, rencontre préparatoire pour des élections libres et transparentes. Gestion des énergies renouvelables et octroi de permis d'exploration des minéraux critiques LITI pour l'initiative pour la transparence dans les industries extractives veut la transparence et surtout 0 cas de corruption. Un atelier de 2 jours s'est tenu à Saly avec le Forum civil et d'autres organisations pour voir comment améliorer les méthodes de travail de l'ITI. Et à ce propos, nous écoutons Tchadé Adjouma Sek, membre du comité national et président de la commission validation du Sénégal en 2025. Il s'exprime au micro de Ndaïmati Dia et Mamadou Gueye. Les énergies renouvelables occupent une place importante dans notre bouquet énergie. Donc ce n'est pas une question tout à fait nouvelle pour le Sénégal. Nous avons depuis longtemps commencé à amorcer cette transition. Seulement dans ce contexte-ci de changement climatique, de réchauffement global, le Sénégal doit certainement accélérer le pas. Il a été constaté depuis quelques années une accélération des demandes de permis d'exploration ou d'exploitation de ce qu'on appelle les minéraux critiques. Même au Sénégal, si vous faites un peu le constat avec notre cadastre minier, vous pouvez vous rendre compte que récemment, il y a une demande croissante de recherche de minerais tels que le lithium par des entreprises chinoises. Et dans d'autres pays, on voit en tout cas cet intérêt manifeste pour ce qu'on appelle les minéraux critiques, qui sont des minéraux essentiels à la transition énergétique. Cette accélération de cette demande conduit parfois à une accélération des procédures et ce qui favorise des pots de vin, des pratiques de corruption. Et dans d'autres pays, on a pu renseigner, en tout cas l'ITI a pu renseigner des cas de corruption de pots de vin pour soit avoir
avoir accès à ces ressources-là. Et ces pratiques conduisent à saper la confiance du public en la transition énergétique. Déjà, le passage aux énergies fossiles est très difficile parce qu'il y a encore une perception plus ou moins négative des énergies renouvelables. Si en plus de cela, les cadres de gouvernance ne sont pas améliorés, ça peut saper la confiance du public, raison pour laquelle il est fondamental pour l'UTIE de renforcer sa surveillance pour que cette course aux minéraux critiques ne se fasse pas au détriment des exigences de bonne gouvernance. Allez, parlons agriculture à présent avec l'inquiétude des acteurs dans la zone des Niayes et de Sao à Moro. L'avancée des sociétés minières dans la zone font disparaître les surfaces cultivables. L'urbanisation est en train de progresser à une vitesse remarquable. Les maraîchers de cette zone se sont réunis pour interpeller l'État sur la situation. Pourtant, le président Macky Sall avait instruit le ministre de l'Agriculture de protéger la zone des Niayes, mais depuis, rien ne semble avoir été fait. Ce que dénoncent ces agriculteurs, et c'était en présence de nos reporters, Cheranta Diop et Saïla Tire. La rencontre de Mboro a permis à ces agriculteurs d'évoquer les difficultés liées à l'accès à la terre qui devient de plus en plus difficile. On a parlé de la présence des industries, de l'exploitation industrielle, les industries chimiques, les industries minières. Et en fait, toutes ces activités-là grèvent des terres agricoles. Sans compter maintenant l'urbanisation. On voit maintenant qu'il y a une viabilisation de la zone des Niayes. Et à terme, on se demande quel est l'avenir de la culture maraîchère dans la zone des Niayes, qui produit 61% de la production horticole du Sénégal. Ça risque de disparaître et ce sera une très grosse porte pour le pays. Il a été également retenu l'idée d'établir un plan de développement de la zone des Niayes. Et c'est pourquoi nous appelons encore l'État à mettre en œuvre, en tout cas 2 idées forcément que j'ai entendues personnellement de la bouche de M. le Président de la République. La première idée, c'est d'avoir un plan de développement de la zone des Niayes pour protéger les zones de culture. Ndeye Fatou Ndaw de la société coopérative Thiatly a invité l'État à déclasser une partie de la zone de restauration. En déclassant ça, on nous met ça avec des périmètres aménagés. Ces périmètres aménagés-là, je pense bien que chaque propriétaire pouvait avoir un champ là-bas et y cultiver. Faire nos exploitations familiales dans cette zone-là. Selon ces maraîchers de la zone des Niayes, les intrants agricoles subventionnés ont nettement diminué cette année. Charanta Diop, merci. Et de l'agriculture, nous passons à la santé. La Business Unit Médicale, un nouvel espace dédié aux professionnels de santé mis en place par la BICIS. Ce cadre a pour objectif d'accompagner le secteur de la santé à travers des financements de projets innovants qui pourront avoir un impact positif sur la vie des populations. L'initiative a été saluée par la directrice générale de la BICIS, mais aussi par les acteurs de santé qui pensent qu'avec ce projet, eh bien, la problématique de financement des officines va être résolue et ceci permettra aux professionnels de santé de pouvoir désormais réaliser les projets d'avenir. Fatima Touré. Pour mieux répondre aux besoins des professionnels de santé, la BICIS met en place la Business Unit Médicale, un espace qui a pour objectif d'accompagner le secteur de la santé. C'est dans ce sens d'ailleurs qu'une convention de partenariat est paraphée entre la structure bancaire et les grossistes pharmaceutiques. La mise en place de la Business Unit Médicale dans un espace dédié au sein de notre agence Mermoz participera à la réalisation des projets de tout acteur et professionnel de santé et par ce biais le bien-être des populations. Cette vision innovante repose sur une offre conçue sur mesure, une tarification exclusive et avantageuse sur tous les produits et services, une prise en charge rapide des demandes de crédit grâce à un circuit de traitement plus court dédié aux professionnels de santé. Une initiative saluée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui pense que cette approche de la BICIS pourra avoir un impact positif sur les projets d'avenir des professionnels de santé. D'habitude, les opérations bancaires et les actes de commerce au sens large, l'acte uniforme du droit de commerce, nécessitent des garanties. Et habituellement, il existe des sûretés réelles qui étaient des entraves à l'accès à ces financements. Parce que la corporation, dans 80%, est une corporation individuelle. Et ça a posé des problèmes de garantie par rapport aux besoins. Donc, un tel acte, cette telle initiative nous ouvre les portes et nous permet d'accéder à ces financements.
Le directeur général de Diofarm, pour sa part, estime que ce projet d'accompagnement financier est une aubaine. Disons que les enjeux aujourd'hui, après post-Covid, se portent effectivement sur la problématique de la souveraineté pharmaceutique. Mais à côté de ça aussi, il faut que la profession se prépare avec notamment des défis en termes de qualité de service, en termes d'accueil des populations. Et pour ça, vous pouvez le voir, il y a beaucoup de pharmacies qui se lancent dans des projets d'expansion, de modernisation, d'acquisition d'équipements. Et au-delà de ça aussi, le pharmacien qui appartient à une profession libérale a besoin d'assumer son indépendance. Et son indépendance vis-à-vis de ses propres fournisseurs. Et pour cela, les produits que vous offrez vont pouvoir être d'un grand secours en termes de trésorerie, de réalisation d'investissements personnels, bien sûr pour la pharmacie. Désormais, la BICIS devient un partenaire privilégié des professionnels de santé. Des bureaux sont déjà aménagés pour accueillir, conseiller, mais aussi soutenir les projets des acteurs de santé. À la une de l'actualité également ce soir, ce litige foncier qui sévit à Liberté 6, l'accaparement d'un terrain destiné à faire la prière mortuaire. L'imam de la mosquée de Liberté 6 pointe du doigt la SICAP. Selon Imam Mortarnia, la société immobilière a cédé cette parcelle à un promoteur privé. Ces précisions, c'est au micro de Maïmouna Ndiaye. Espace dont nous disposons, n'est-ce pas, pour accomplir les prières mortuaires et tenir nos cérémonies religieuses. Je rappelle également que l'affaire est pendante devant la justice. On est à notre énième audience, si je me rappelle bien, 4e ou 5e même. Et nous pointons du doigt la SICAP. C'est elle le responsable, si vous voulez, de toute cette situation. C'est la SICAP qui a vendu de façon délibérée, n'est-ce pas, ce terrain. Et la preuve, lorsqu'elle a voulu céder ce terrain à un promoteur, elle a adressé une correspondance en due forme, n'est-ce pas, aux riverains pour leur demander leur accord de principe. Et les riverains avaient dit niet. Et malgré cela, elle a persisté, n'est-ce pas, à céder le terrain à ce promoteur. Les audiences sont souvent renvoyées. Depuis la première jusqu'à présent, on nous renvoie souvent. Je vous l'annoncer en titre, 44e édition de la Ziara annuelle de la famille omarienne. Des milliers de fidèles se sont donné rendez-vous pour assister à ce grand événement religieux qui coïncide avec le vendredi saint. Les fidèles ont prié pour la paix et la cohésion nationale, mais aussi pour une élection apaisée. Le reportage est signé Pape Faraning. Des pèlerins venus de partout, dont la plupart sont vêtus de blanc, se sont rassemblés pour assister à la 44e édition de la Ziara omarienne. Les fidèles se remémorent l'homme saint qui a fondé cette grande famille religieuse. La Ziara de la famille El Hadj Omar Foutiyou Tall, on prie aussi pour les deux, c'est-à-dire que Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall, en présence de notre Khalif Thierno Madani Tall et Thierno Bassirou Tall. Le saint homme qui a fondé cette grande famille religieuse a beaucoup prié pour le Sénégal. Même pour notre indépendance, il avait prié pour que la paix règne au Sénégal. La ziara cette année est exceptionnelle. Nous prions Dieu pour qu'on puisse assister à d'autres ziara. Qu'Allah protège les anciens, mais surtout les jeunes. Dans le cadre d'une organisation parfaite, les pèlerins ont été accommodés afin de pouvoir assister à la prière du vendredi, au moment de recueillement et de ferveur. Actuellement, la grande mosquée est en chantier, mais elle est très avancée. Une bonne chose, c'est exceptionnel vraiment. Nous voulons une grande mosquée comme celle de la Mecque. Qu'Allah nous assiste et nous accorde ses bienfaits. L'élection présidentielle du 25 février s'est également invitée dans les prières. Les fidèles appellent à une élection apaisée. Le Sénégal, c'est comme un navire et nous voulons que la paix. Car s'il n'y a pas de paix, on ne peut même pas faire correctement nos obligations envers Dieu. En ce vendredi saint, nous prions Dieu pour que la paix règne au Sénégal. Nous voulons une élection apaisée, sans aucune difficulté. Prions au bon Dieu de nous donner une élection apaisée et une bonne élection, Inch'Allah, que le meilleur gagne. Le lieu a refusé du monde malgré une grande mosquée en construction.
Les fidèles ont fait le déplacement pour participer à la 44e édition annuelle de la Ziara de la famille omarienne. L'immigration circulaire pour contrecarrer l'immigration clandestine, une alternative vivement encouragée par les autorités espagnoles pour éviter des milliers de morts causées chaque année par les embarcations de fortune empruntées par des candidats irréguliers pour rallier l'Espagne. Selon le député espagnol Luc André Diouf, cette forme d'immigration pourrait permettre à plus de 15 000 Sénégalais de se rendre en Espagne dans la légalité. Des propos tenus dans un atelier sur la sensibilisation des nouvelles lois espagnoles sur l'immigration. Le reportage est signé Mamadou Fala. De nouvelles lois votées en Espagne pour lutter davantage contre l'immigration clandestine. Rien qu'en 2023, près de 40 000 personnes ont foulé le sol espagnol dans la clandestinité. Des embarcations de fortune causent des milliers de morts. Pour ce député espagnol d'origine sénégalaise, c'est l'immigration circulaire permettrait de lutter contre ce fléau. En 2023, l'exemple que je vais donner, au niveau de l'île del Hierro, parce que nous avons 8 îles au niveau des îles Canaries, nous avons eu à recevoir plus ou moins plus de 40 000 personnes qui sont venues en situation irrégulière. Les gens qui seraient sélectionnés au niveau du Sénégal auront, une fois qu'ils rentrent en Espagne, une carte de séjour de 4 ans. La condition pour pouvoir maintenir cette carte de séjour de 4 ans consiste à revenir une fois qu'on termine le travail. Je répète encore une fois de plus, de 3 mois, 6 mois ou 9 mois. Cette opportunité que nous avons pourrait nous permettre d'éviter les morts au niveau de l'océan Atlantique. Une campagne de sensibilisation doit être menée par les autorités sénégalaises pour que le Sénégal en bénéficie. L'année passée, on a eu plus ou moins 15 000 femmes marocaines qui sont allées en Espagne et ont eu à respecter la convention parce que cette immigration circulaire consiste à aller travailler durant 3, 6 ou 9 mois pour ensuite revenir. Les acteurs interpellent l'État du Sénégal afin que notre pays intègre l'Assemblée des pays méditerranéens. C'est vraiment que le Sénégal puisse rentrer dans l'union des pays de la Méditerranée. Ça, c'est très important puisque ça peut faciliter énormément de choses sur les questions de la migration. Maintenant, là où nous voulons également que nos concitoyens comprennent, en utilisant la migration circulaire, c'est un compromis avec le peuple. Tu vas au nom du peuple faire un travail et revenir. Et l'Espagne a énormément facilité cela, qu'il a triplé maintenant le nombre où le Maroc atteint 15 000. Nous n'avons même pas encore atteint les 1000 parce que certains n'arrivent pas à respecter leurs engagements. Un atelier tenu pour célébrer les 15 ans de l'Unité Outre-Africa, marqué par la sensibilisation sur les nouvelles lois espagnoles sur l'immigration. Selon le président de l'ONG, le Sénégal peut éradiquer définitivement ce fléau. Allez, culture à présent pour parler de la Fédération des femmes de la Sénégambie qui vient d'organiser la grande nuit culturelle à Banjul. Cet événement a pour objectif de valoriser les expressions culturelles entre le Sénégal et la Gambie et ainsi renforcer l'amitié entre ces deux peuples frères. L'événement a permis au public de la Gambie de profiter de la trouvaille Sorano et sa diaspora avec l'ensemble lyrique traditionnel de la compagnie de théâtre nationale Daniel Sorano et bien entendu notre Monsieur Culture Maison Ibou Diofi était compte rendu. Ils sont pour la plupart membres de la Fédération des femmes de la Sénégambie. Au-delà de leurs occupations quotidiennes, ils se retrouvent cette fois autour d'un plateau culturel. C'est pour célébrer la Sénégambie. Comme je le rappelle souvent, entre la Gambie et le Sénégal, c'est une case avec deux sorties. Une sortie en anglais, une sortie en français. Mais c'est la même famille. C'est les mêmes neveux, les mêmes frères, les mêmes parents qui vivent à l'intérieur de cette case-là. Et donc, tout ce qui contribue à raffermir, à renforcer cette relation, c'est un appui à l'ambassade du Sénégal. Ces femmes de la Fédération sénégambienne veulent aussi jouer leur partition dans le raffermissement des liens entre les deux peuples du Sénégal et de la Gambie. La mission de la Fédération, c'est de regrouper des femmes autour d'un concept qui est le développement. Donc nous avons beaucoup d'activités qui tournent autour de cette fédération. Des femmes qui font dans l'agriculture, dans la pêche. Donc il y a beaucoup d'activités que les femmes font. Et ces activités donc, sont regroupées autour de cette fédération.
Ces femmes de la Fédération sénégambienne veulent aussi jouer leur partition dans le raffermissement des liens entre les peuples du Sénégal et de la Gambie. La Fédération a reçu cette fois un hôte de marque et c'est à travers le concept Sorano et sa diaspora. À côté du concept Sorano chez vous, qui consiste également à décentraliser les activités du théâtre national à l'intérieur du pays, nous avons développé le concept Sorano et sa diaspora, qui consiste bien entendu à délocaliser nos activités dans la diaspora. J'étais venu à l'occasion d'une conférence et j'avais constaté qu'il y a une partie culturelle qui n'est pas très bien développée. Et j'avais pris l'engagement avec les membres de l'association, à l'occurrence la présidente Ndeye Kane Cissé, pour organiser une soirée traditionnelle. Cette nuit culturelle initiée par la Fédération des femmes de la Sénégambie se fixe comme objectif la valorisation de la culture et le renforcement des liens entre le Sénégal et la Gambie. Nous passons à présent à notre dossier découverte du jour qui s'intéresse à un somptueux édifice. Il s'agit de la basilique de la plus grande basilique au monde qui se trouve à Yamoussoukro. Son nom, bien évidemment, la basilique Notre-Dame de la Paix, une œuvre gigantesque réalisée par le premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny dans son village natal. Mamadou Ndiaye et Mbissane Ndoye, nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire, nous font découvrir cette somptueuse basilique. Reportage. C'est presque impensable de venir jusqu'à Yamoussoukro sans visiter l'un des plus grands édifices au monde. Nous sommes ici, à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Bienvenue à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Cette basilique a été construite en 1983 à l'initiative du premier président du pays, Félix Houphouët-Boigny. Et le président Houphouët-Boigny a fait cette basilique immense pour que tout Africain prenne conscience de l'importance de la paix dans notre quotidien. C'est un édifice immense et imposant avec une architecture de style gréco-romain et une forme en croix. Et pour ceux qui sont religieux, chrétiens particulièrement, ils savent ce que représente la croix. La croix, c'est le symbole de la foi chrétienne. Et cette croix a en son milieu un cercle qui est l'expression de la perfection divine et qui est aussi le symbole de l'alpha et l'oméga. La basilique est devenue un passage obligé pour tous les visiteurs à Yamoussoukro. Tout cela interpelle que l'Afrique, au devant de ces multitudes de problèmes, on a envie de construire grand. Et c'est là qu'aujourd'hui on a vu une basilique qui est aujourd'hui la plus grande. Elle continue d'attirer de nombreux visiteurs, surtout en cette période de Coupe d'Afrique des Nations. Pour visiter cet édifice, les Ivoiriens doivent débourser 1000 francs CFA, tandis que les étrangers doivent payer 2000 francs CFA. Pour connaître le coût de cette œuvre, c'est le mutisme total. Pas besoin de savoir la somme dépensée de l'une des plus grandes basiliques au monde. Oui, très souvent, c'est une question qui revient dans nos visites, mais la réponse a été donnée par le président Houphouët-Boigny avant de s'en aller. On lui avait demandé en 90 à la consécration combien est-ce que tout ça a coûté. Et il avait dit en son temps que quand on fait une offrande à Dieu, c'est secret. À l'intérieur de la basilique, on peut admirer le sanctuaire. Ici, tout y est grandiose, avec des portes imposantes pesant 1 tonne, sans oublier cet espace pouvant accueillir jusqu'à 11 000 fidèles. Notre guide nous montre également la place réservée au défunt président Félix Houphouët-Boigny, au premier rang. Mais il ne voulait pas qu'on lui réserve la place. Donc elle ne lui était pas réservée. C'est après sa mort, à titre posthume, pour indiquer qu'il aimait occuper la place, qu'on a mis la stèle que vous avez vue. Cette basilique a été visitée à 2 reprises par le pape Jean-Paul II. Les pèlerins sénégalais présents sur place apprécient les moments passés dans ce lieu de culte. En entrant quand même dans cet espace de prière, on a envie d'être en relation avec le Seigneur, avec Dieu. Et c'est à travers cette messe que nous avions célébrée
que nous avions prié quand même pour le Sénégal. La construction de la basilique s'est étalée entre 1986 et 1989, réalisée par 24 entreprises ivoiriennes et étrangères. La société Eiffel Construction Métallique a notamment construit le dôme le plus grand jamais réalisé. Merci pour cette visite guidée, Mamadou Ndiaye. Depuis donc Yamoussoukro, l'opposant comorien résident à Dakar déplore le coup d'État orchestré par le président des îles de Comores. L'avocat déclare honteux qu'un président qui est élu avec 16% des électeurs. Il demande à la communauté internationale d'ouvrir une enquête sur l'élection présidentielle. Il était face à la presse. Ses propos ont été recueillis par Pape Faraning et Pape Sangone Mbaye. Le peuple comorien, avec le soutien des peuples frères d'Afrique, n'accepte plus de subir un coup d'État électoral, toute forme de coup d'État, qu'il soit militaire, qu'il soit électoral, ça devient une insulte contre la dignité des peuples d'Afrique et le peuple des Comores. Azali Assoumani nous l'a fait une fois, alors qu'il était chef d'état-major. Il nous l'a fait une seconde fois alors qu'il était chef d'État. Il l'a fait une troisième fois et là c'est un coup d'État de trop. Et c'est pour cette raison qu'à partir de Dakar, nous lançons un appel de Dakar pour demander aux frères d'Afrique, aux organisations internationales, les Nations Unies, l'Union africaine, la SADC, d'accéder favorablement à la demande des forces politiques comoriennes et des candidats pour une enquête indépendante, internationale, sur le scrutin du 14 janvier dernier. Et puis voir Azali se faire déclarer élu à 64% du suffrage exprimé, le suffrage étant de 16%. Bon, donc, ça frise de l'insulte. Je ne parlerai pas de ridicule, mais de l'insulte. Et le sport pour finir avec plutôt la première édition des AIPS Awards qui a vécu ce jeudi à Abidjan. Événement pour récompenser les talents du continent et profiter de la phase finale de Cannes pour donner encore plus de visibilité à cette initiative du nouveau président de l'Association internationale de presse sportive Afrique, Abdoulaye Thiam. Le compte rendu est signé par nos autres envoyés spéciaux, Mamfatou Ndoye et Missa Ndoye. L'AIPS Afrique, ou Association internationale de la presse sportive section Afrique, a réuni ce jeudi à Abidjan les journalistes du continent, profitant du break dans cette phase finale de Cannes pour récompenser certains talents du journalisme sportif africain. Essayer de faire en sorte de récompenser l'excellence, ce qui se fait dans notre continent, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui journalistes qui continuent d'abattre un travail extraordinaire. Et nous avons trouvé un partenaire qui s'appelle AGL. Et le but, c'est tout simplement mettre un prix pour valoriser davantage le journalisme africain. Nous avons l'habitude souvent, nous, de récompenser les autres et on s'oublie souvent. Donc l'AIPS a décidé de mettre en place un prix qui sera pour chaque compétition de Coupe d'Afrique. À la période de la pause, on met en place ce prix-là et on va donner un trophée. Parmi les heureux lauréats du AIPS Awards, le Camerounais Yannick Armel Kene en presse web, le Burkinabé Abdoul Rasman Kaboré qui a remporté le prix du meilleur reportage télévision et notre confrère Sekou Seydi de E-Media qui s'est vu décerner le prix du meilleur reportage radio avec un sujet sur le recyclage dans le football au Sénégal. Je suis très heureux. Je pense que c'est une chance justement de finir premier parce qu'il y avait d'autres candidats également. Je ne suis pas plus méritant qu'eux. Je pense juste que peut-être il y a une particularité que les jurys ont trouvée dans mon travail qui consistait à revoir un peu l'environnement justement du football sénégalais à travers le recyclage. Durant cette cérémonie qui a fait le plein avec la présence des autorités de la CAF, de l'État du Sénégal, hommage a été aussi rendu aux légendes du journalisme sportif africain, dont le doyen Momodou Koumé. Les AIPS Awards, une première édition à l'initiative du nouveau président de l'AIPS Afrique, Abdoulaye Thiam, qui veut montrer à travers cet événement la vitalité de la profession sur le continent.
Allez, et puis toujours en sport, sachez que la 13e et dernière journée de la phase allée de la Ligue 1 sénégalaise débute ce vendredi. Au programme, 6 rencontres à partir de 16h30, dont le choc des académies entre Génération Foot et Djambar, l'AS Pikine qui se déplace à Fatick pour défier Diamono et le déplacement aussi du leader Teungueth FC à Mbour pour rencontrer le Stade de Mbour. Le club de Rufisque sera champion de la phase allée en 4 victoires. Cette 13e journée se termine mardi prochain avec le duel classique Linguère contre ASC Diaraf. Voilà qui met fin à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales et d'ailleurs restez avec nous. Tout de suite, la seconde partie de Soir d'info, nous parlons d'agriculture.